Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. À quasiment 2 semaines des événements survenus dans les territoires occupés, il semble maintenant clair que le Hamas a joué un rôle trouble dans ce qui fut une supposée opération de résistance provoquant une réaction israélienne qui provoquera le massacre que l'on craignait. Alors vous avez sûrement vu cette couverture du magazine The Economist qui a posé beaucoup de questionnements. Un magazine appartenant à cette grande famille de planificateurs et non de voyants. Chose qu'il faut clarifier pour ceux qui comprennent. À ce jour, la famille Rothschild détient toujours une part importante d'action dans ce magazine. Il est fort possible qu'ils continuent d'influencer la création de ce qu'ils appellent des couvertures prophétiques à travers les énigmes que renferment ces couvertures que les initiés comprennent. Alors je ne vais pas vous faire un décryptage détaillé comme on a pu le faire sur d'autres couvertures, mais prendre plus de hauteur pour vous montrer que cette couverture est en fait un plan sur plus d'une décennie de catastrophes que nous avons vues et vécues et qui l'une dans l'autre ont débouché sur les événements actuels. Et attention, ce ne sont pas que les deltaplanes que l'on voit sur cette image qui me poussent à cette conclusion. Vous allez voir que tout était là sous nos yeux. Cette couverture du magazine datant de Noël 2012 montre au premier plan les cercles de l'enfer de Dante et les 7 péchés capitaux. Vous pouvez voir sur cette couverture des visages familiers comme Poutine, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, les Chinois, l'Inde et probablement Bachar al-Assad. Il y avait évidemment d'importants événements en Syrie à cette époque qu'on a nommés les printemps arabes. Mettons à présent un peu d'ordre dans les événements qui ne mentent jamais. Les mots, en revanche, mentent beaucoup, surtout en temps de guerre, ou presque. Les événements de Gaza semblent mettre en évidence que le Hamas a magnifiquement provoqué Israël en lançant des milliers de roquettes depuis Gaza. Des milliers de combattants ont agi à l'unisson, opérant ensemble comme une grande armée, financée depuis l'étranger, déclenchant une guerre perdue d'avance. N'en déplaise aux plus têtus qui ne regardent même plus le nombre de victimes parmi les Palestiniens. Cela ne signifie qu'une chose, ils voulaient et veulent provoquer une réaction israélienne. Et pour découvrir qui a fomenté cet acte suicidaire, il faut remettre les faits en ordre afin de déchiffrer cette couverture et surtout suivre les effets sous-jacents, c'est-à-dire l'argent. Je vous remets ici la couverture et vous demande de bien suivre. Je ne ferai pas de zoom sur les infographies et vous laisse vous-même les pointer au fur et à mesure de tout ce que je vais vous dire. Vous me direz en fin de vidéo s'il est nécessaire que je vous décrypte les choses plus en profondeur car il y a beaucoup d'éléments que je n'interpréterai pas dans cette vidéo, mais vous allez voir que sans forcer, vous allez recoller tous les morceaux du puzzle. Avant d'aller plus loin mes amis, merci de partager cette vidéo avec vos contacts, de penser à mettre un like si vous avez apprécié et surtout donnez votre avis dans l'espace commentaire, c'est très important. Sachez que je lis absolument tout le monde. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la chaîne via ce bouton qui est accessible uniquement depuis PC. Cela aidera cette chaîne à durer dans le temps en vous remerciant tous par avance. Donc, commençons par 2008. La crise des subprimes a conduit à la maturation du désastre capitaliste. Je dirais même qu'elle visait à faire couler les États-Unis grâce à l'abolition par Clinton du Glass-Steagall Act qui empêchait les banques d'investissement d'être également des banques commerciales, c'est-à-dire de spéculer. Une loi introduite il y a près de 100 ans pour éviter un nouveau 1929. Les limites du capitalisme énoncées par John Maynard Keynes entre les deux guerres mondiales avaient été atteintes en 2008, ce qui était différent de 1929 où la crise financière était relativement bénigne puisque les pays concernés étaient pour l'essentiel sans dette. Conséquence normale de l'abolition législative évoquée plus tôt. En effet, 2008 a été le véritable tournant où l'on s'est rendu compte que le capitalisme était arrivé à une impasse en raison d'une dette excessive. Ainsi, en 2011, 4 événements majeurs se sont produits et qui, vous allez le voir, étaient tous liés en réalité. Le premier fut la faillite grecque avec la Troïka européenne associée, entraînant d'indicibles souffrances pour les Grecs. En parallèle, on avait une Allemagne manifestement en impasse économique au cours des 10 premières années de l'euro. Second événement, la chute de Moubarak en Égypte avec la querelle sans fin autour de la mort de Regheni. Une querelle constamment alimentée par les médias pro-Union européenne afin de maintenir la tension entre les deux pays. Regheni qui était, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, un étudiant de l'université de Cambridge assassiné en Égypte après s'être fait enlever. Troisième événement, l'attaque contre la Libye de Kadhafi sans que personne ne lève le petit doigt pour venir à son secours. Pas même l'Italie ni
ni même la Russie de l'ami Poutine, dont on ne sait même pas vraiment qui il soutient. Et enfin, le quatrième événement, la chute de Berlusconi en vertu d'un engagement clair du côté de l'Union européenne, comme en témoignent les sourires de Merkel et Sarkozy avec l'aide de Draghi, Monti, Napolitano et de dizaines de politiciens locaux, surtout de gauche, tous collaborant à ce résultat tragique final. En 2011, le pacte de Camp David a été attaqué de toutes parts, un accord qui a été sauvé par Israël lorsqu'il a trouvé le moyen de placer Sisi aux commandes de l'Égypte, stabilisant ainsi la région, un pays clé. Le deuxième sauvetage de Camp David, qui était en réalité une consolidation, s'est produit au cours des 3 dernières années avec l'élargissement du dit accord à toute la côte méditerranéenne africaine, ainsi qu'à la Corée et au Japon. Cependant, à la suite des négociations avortées sur le référendum visant à faire sortir Athènes de l'euro avec Varoufakis, les efforts ont été contrecarrés par le retrait inattendu du soutien russe à la Grèce, ce qui fut une véritable trahison, entraînant la fin de l'activisme politique du ministre grec gênant et donnant naissance au premier Nord Stream. Nous avons compris trop tard que Berlin et Saint-Pétersbourg étaient d'accord pour construire le gazoduc aux dépens des Grecs. À l'époque, Hillary Clinton était en charge des opérations en tant que secrétaire d'État, intouchable et puissante, tandis qu'Obama était président des États-Unis. Davos était donc dans une position très favorable. Cependant, cette décision stratégique en faveur du Nord Stream a tout changé. Les printemps arabes de quelques années plus tôt en Méditerranée, qui avaient été utiles pour déstabiliser la région, ont été remplacés par la fin de la soi-disant révolution orange qui a entraîné le renversement violent du président Yanukovych à Kiev, presque simultanément au changement de secrétaire d'État américain fin 2013. Ensuite, il y a eu l'abattage du vol 17 de la Malaysia Airlines, suivi de l'annexion de la Crimée par la Russie, comme nous l'avons tous vu. L'objectif était le même, déstabiliser, mais dans des régions différentes. Notez également que le Nord Stream a annulé le South Stream, qui devait passer par l'Italie, un pays atlantique par excellence, au sein de l'Union européenne. Cela a entraîné des désastres économiques en Italie, en particulier pour CPM et Eni, en conséquence de cette annulation du projet. Mais avant cela, comme l'a très bien expliqué le professeur Daniel Ganzer au début de la présidence Obama, il y a eu une tentative avortée de faire transiter le gaz qatari vers l'Europe par la Syrie. Et le refus de Damas a plongé le pays dans une guerre occidentale induite. Beaucoup pariaient à l'époque sur de grands intérêts clintoniens pour rendre opérationnel ce projet qatari. Et dans ce cas, nous nous souvenons d'un Poutine farouchement opposé à tel point qu'il a garanti en contrepartie de l'arrêt du flux de gaz qatari d'importantes fournitures de gaz russe à des entreprises européennes soigneusement intermédiaires grâce au doublement du Nord Stream. Mais à condition de mettre fin à la guerre en Syrie. À partir de 2016, qui a plus ou moins coïncidé avec la fin du deuxième mandat d'Obama, le défi de Davos à l'Amérique de Trump a commencé. Le point important est de comprendre quelle est la constante dans tout ce qui précède et d'interpréter correctement la guerre du Hamas qui ici se matérialise par l'argent du Qatar qui était également le sponsor des frères musulmans anti-Moubarak en Égypte, ce qui fait une belle coïncidence. On sait qu'aujourd'hui encore, le Qatar finance le Hamas, en plus d'avoir soutenu le printemps arabe en Afrique du Nord, et je parle de ce même Qatar qui a fait affaire avec les Clinton, ce même Qatar qui a toujours été mêlé au financement du terrorisme arabe dans le monde, et c'est cette même famille Al Thani qui par exemple souhaitait acheminer son gaz vers l'Europe via la Syrie, et qui après le refus d'Assad a financé la guerre anti-gouvernementale en Syrie, c'est-à-dire anti-Assad, sans évoquer la fameuse Coupe du Monde de football avec l'éviction de Platini pour pot de vin présumé pro-Qatar, la vente d'armées françaises, le contrat de gaz GNL de 27 ans entre Paris et l'Émirat, sans parler de l'achat du Paris Saint-Germain acheté grâce à Sarkozy. En réalité, pour mieux comprendre l'équilibre, il faut préciser que le gaz qatari est aussi du gaz iranien, étant donné que le gisement maritime est le seul dans cette région du Golfe Persique, et ce gisement est partagé entre les Qataris et les Iraniens. Comprenez maintenant l'hypocrisie générale. En regardant de près ces alliances, on peut discerner une ligne clairement définie entre ceux qui cherchent effectivement une alternative au pouvoir américain à abattre en tant que maître du monde, et cet axe de résistance comprend le Qatar, l'Allemagne, la France et l'Iran. Nous avons également la Turquie qui joue toujours sur le fil du rasoir, bien qu'elle soit un allié solide de l'Allemagne depuis l'époque de la Turquie ottomane. Et nous avons Davos, comme je vous en parlais, qui est là en tant que centre d'intérêt, mais surtout en tant qu'agrégateur. La Russie, elle, reste en marge
pourvu qu'on ne touche pas à la Syrie. Surtout après l'énorme effort militaire en Ukraine. Moscou n'interviendra pas en Méditerranée à moins d'y être tiré par les cheveux. C'est ainsi que l'on comprend que le cœur du chaos à venir se trouve au Moyen-Orient et en Méditerranée, surtout vers l'Afrique et non en Ukraine. La Chine, quant à elle, surveille attentivement l'Iran. L'ancien empire n'interviendrait que si les approvisionnements pétroliers iraniens à Pékin étaient menacés. Israël devrait être averti de manière catégorique qu'en réagissant de manière excessive à l'attaque qu'il a subie, en devenant comme les nazis, en commettant des massacres de civils à Gaza, que les portes de l'enfer schématisées sur cette couverture s'ouvriraient. Tout a commencé en Terre Sainte et tout finira en Terre Sainte. C'est ce qu'enseignent les rabbins. Voilà mes amis, une brève lecture de cette couverture. Concernant les deltaplanes s'entrechoquant que vous voyez là, il rappelle une fois de plus ce que je vous ai dit depuis le début, que tout ceci est fomenté. Personne n'aurait pu imaginer que cette couverture décrive avec précision ce qu'il se passerait 11 ans plus tard. Les parallèles ici sont clairs. En 2012, il n'y avait pas de grands affrontements entre le Hamas et Israël. Les affrontements les plus importants ont eu lieu en 2014 et en 2021, principalement sous la forme de tirs de roquettes et d'opérations limitées dans la bande de Gaza. Rien de tel que ce que nous avons vu ces dernières semaines n'a été observé en 2012 ou en 2013, année concernant ce magazine. Autre chose étrange, le lieu où s'est déroulé le festival de musique techno où ont péri le plus grand nombre de personnes situé à l'arrière du kibboutz de Remez, à seulement 5 km du mur de séparation à la frontière de Gaza. C'est là qu'ont atterri les combattants en paramoteur. C'est là également qu'ont débarqué les motos ainsi que les voitures récupérées dans le kibboutz voisin ou encore dans la base militaire qu'ils ont attaquée, appelée la 143e division territoriale Firefox comme le navigateur, division qui portait ce nom à l'époque où elle était encore basée dans Gaza même. Après que les troupes ont été retirées de Gaza, elles ont été déployées dans ce kibboutz de Remez. Cette division, y compris les réservistes, comptait environ 15 000 personnes. Officiellement, on parle de 250 soldats tués, 10 chars Merkava, des véhicules blindés et autres véhicules de transport de troupes, ainsi que de nombreuses autres unités de matériel militaire qui ont été capturées. Si l'on croit le nombre de victimes au cours des premiers jours, soit environ 1300 côté Israël, dont environ 250 personnels militaires, cela signifie que la plupart du personnel de cette base a été éliminé car il n'y a eu aucune véritable riposte. Ceci étant dit, il n'y a aucune information sur ce qui est arrivé au reste des 14 750 personnes qui étaient censées se trouver là. Certains ont prétendu que de nombreux soldats ont été renvoyés chez eux en congé pour les fêtes, mais j'ai du mal à imaginer qu'une division chargée de couvrir le flanc sud-ouest d'Israël en stationnant à la frontière de Gaza soit complètement désarmée pendant les vacances. Cela n'a aucun sens. Cette histoire est très étrange. Car si quasiment toute la division a été retirée de ce lieu de stationnement permanent, cela semblerait alors indiquer une intention claire et une intention maligne qui ne pouvait pas être une simple erreur. De plus, les troupes qui sont arrivées sur place et qui ont finalement repoussé le Hamas du kibboutz Remez et de la base militaire l'ont fait seulement à 14 heures, soit environ 7 heures après le début de l'attaque. C'est également très étrange car dans de tels cas, les renforts devraient normalement être renvoyés immédiatement. Donc voilà mes amis, c'est ici que se termine cette vidéo. Je vous en ferai bientôt une sur les Khawarij comme vous l'avez demandé. On en fera également une ou plusieurs sur les signes de la fin des temps qui sont très importants à traiter en cette période. Ces vidéos seront nécessaires à faire comprendre à qui le veut que tous ces événements sont en fait inévitables, mais surtout mettre plus de lumière sur les objectifs d'Israël qui, encore une fois, ne visent que le grand Israël et avant d'atteindre ce but, doivent semer le chaos dans cette région du monde. Mais avant cela, je me tâte à faire une vidéo sur les imams de la fin des temps, car actuellement, ils sont en roue arrière dans leur rôle, c'est-à-dire complètement absents. Nous aborderons le sujet du féminisme en temps et en heure, car vous aurez compris que la période demande de faire des priorités. Donc voilà mes amis, un maximum de likes si vous avez apprécié cette vidéo, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas également à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de tout ça, car cela aide grandement l'algorithme à classer les vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.